Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous sommes maintenant donc à 6 mois d'une échéance importante pour notre ville et nous voyons que nous en parlons. En mars prochain, les Lyonnaises et les Lyonnais auront à choisir l'équipe qui conduira leur ville pour les prochaines années. Cette échéance approche et elle crée, je le sais, un contexte particulier dans cette assemblée. Ça en excite certains apparemment. Je devrais d'ailleurs dire, je le vois, puisque, en juger par le placement des élus dans l'hémicycle et l'éclatement de certains groupes politiques, il y a déjà plus d'un an, nous assistions à ce grand mouvement de la tectonique des places. Et là, je crois qu'on peut véritablement parler de Big Bang. Je reste toutefois prudente, car nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles alliances et de nouvelles surprises d'ici le mois de mars. Pour autant, je compte 11 non-inscrits, autant qu'à l'Assemblée nationale. Alors, je vous remercie de vouloir reproduire mon environnement institutionnel parisien, mais ça en dit long quand même sur les positionnements politiques des uns, des unes et des autres. Mais ce spectacle, qui dure depuis plusieurs mois, est pour beaucoup de Lyonnaises et de Lyonnais devenu incompréhensible. La droite lyonnaise se fragmente, se recompose, se divise et se redivise. Les groupes se multiplient, des alliances improbables se font et se défont, souvent au gré des calendriers électoraux. Cette instabilité n'est pas anodine et elle brouille le débat public, elle fragilise surtout la crédibilité des élus et elle détourne l'attention de ce qui compte réellement, les politiques concrètes pour nos habitants. Mais voilà, il semble que vous soyez enfin mis d'accord, vous venez de nous l'annoncer. Pour autant, vous rejouez la même partie. La droite lyonnaise et les macronistes, après s'être unis en 2020 au deuxième tour pour le résultat que l'on connaît, remettent le couvert pour 2026, mais toujours sans projet et sans leadership. Cette fois, vous avez décidé, ou vous vous êtes peut-être résigné, à vous ranger derrière une figure médiatique, celle de Jean-Michel Aulas. Quelle aubaine! Et vous osez présenter cette alliance comme un projet d'avenir, mais là encore, laissez-moi sourire. Il incarnerait le renouveau politique lyonnais. Chacun sait qu'être un grand chef d'entreprise ou dirigeant sportif ne fait pas de vous, même avec de la poudre de perlimpinpin, un bon maire. Gérer une ville, ce n'est pas gérer un club, c'est une responsabilité, une exigence. Vous rejouez le match de l'homme providentiel et là encore, c'est une vision d'un autre temps. Hier encore, ces groupes s'écharpaient sur les budgets, des aménagements urbains, des politiques de transport ou des politiques sociales, éducatives et culturelles. Et aujourd'hui, sans explication, vous prétendez marcher main dans la main pour gouverner Lyon. Mais sur quoi allez-vous vous mettre d'accord? Sur quelle ligne politique? L'environnement, la politique sociale, l'urbanisme, la démocratie locale? Il y a ici une seule addition d'intérêts et d'ambition personnelle. Gouverner une ville comme Lyon ne peut pas se faire sur des ambiguïtés, sur des deals d'appareils ou des slogans de circonstances. Et je vous le dis, Monsieur Oliver, ce n'est pas suffisant le cœur lyonnais pour faire aimer Lyon. Après, on vous fait confiance pour trouver d'ici demain de nouveaux slogans. Face à cette coalition de circonstances, nous avons fait le choix inverse, celui de poursuivre dans un chemin commun. Mais comme nous sommes en période de réserve électorale et que nous la respectons, je ne ferai pas ici d'annonce sur le rassemblement de la gauche et des écologistes pour Lyon en 2026. Mais nous, ici, nous avons travaillé durant 5 ans dans ce Conseil avec constance et responsabilité. Nous savons pourquoi nous sommes là, défendre l'intérêt général et être utile aux Lyonnaises et aux Lyonnais, pour améliorer concrètement le quotidien de nos concitoyens et préparer l'avenir de Lyon dans la justice sociale et écologique. Et je vous le redis avec force ici, de la même manière que nous n'accepterons aucune prolongation du macronisme pour notre pays, nous ne laisserons pas Lyon dans les mêmes situations. La ville de Lyon est une ville qui est bien gérée, aux finances saines. Mais je partage avec vous le constat accablant par contre de la situation financière de notre pays. Je vous confirme le bilan du macronisme en la matière. En 2017, le déficit était sous les 3% du PIB, le voici aujourd'hui à 5,2%. La protection sociale était excédentaire, la voici aujourd'hui en déficit. Alors arrêtez un petit peu votre mauvaise foi. Ce qui est certain par contre, c'est qu'avec le maire de Lyon, on mange peut-être moins bien qu'avec le président de la région. En tout cas, ça reste moins coûteux pour les contribuables, c'est certain. Pour autant, cette alliance n'est pas une surprise. Paris avait, si je puis dire, une fois de plus, une longueur d'avance sur Lyon à ce niveau-là. En soutenant la candidature de Rachida Dati, les Républicains, les macronistes, les centristes avaient déjà vendu les bijoux de famille. Et donc, avec ce qui leur reste comme marge de manœuvre, les macronistes ont taillé des scrutins sur mesure pour leurs champions. De fait, désormais, nous allons composer cette élection avec un nouveau mode de scrutin et pas moins de 3 urnes dans chaque bureau de vote.
Outre le coût financier pour l'État comme pour la collectivité, je voudrais parler ici du coût pour la démocratie. Car si changer les règles en Macronie, c'est plus simple que de convaincre, la temporalité de cette réforme interroge grandement son bien-fondé démocratique et laisse de nombreuses interrogations sans réponse. Pour cela, j'ai saisi le démissionnaire ministre de l'Intérieur sur cette réforme, mais c'est vrai qu'étant en train de faire ses cartons pour un autre ministère, il n'a à ce jour pas réussi à me répondre. Et c'est fort regrettable, car nous allons rentrer en campagne dans un cadre juridique flou, une réforme qui reste bien incomplète à l'approche de l'élection municipale et métropolitaine. Alors qu'une réforme de fond aurait pu être là pour moderniser le rôle des arrondissements, pour parler de la proximité, la légitimité de l'action publique et consolider le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants, ils ont préféré une nouvelle fois un tripatouillage électoral. Mais au fond, cette séquence révèle une constante. À chaque fois que la droite et les macronistes se retrouvent en difficulté, ils bricolent des règles du jeu plutôt que de convaincre. Mais c'est vrai qu'en matière de polémique, vous ne vous arrêtez jamais. Parce qu'il y a des jours, et je le dis ici solennellement, qui font avancer l'histoire. La reconnaissance de l'État de Palestine par la France lundi par le président de la République était une étape importante, un geste puissant et fort. C'était par ailleurs une revendication du Parti socialiste depuis François Mitterrand et son discours devant la Knesset en 1982. En 2014, déjà, les députés socialistes à l'Assemblée nationale avaient adopté une résolution pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Et ici également, nous avions déposé un vœu relatif au cessez-le-feu à Gaza et une résolution rapide du conflit. Cette reconnaissance est d'autant plus importante que si nous n'agissons pas maintenant, nous craignons qu'il n'y ait plus grand-chose à reconnaître d'ici quelques mois, compte tenu des bombardements massifs et continus de l'armée israélienne contre la population civile de Gaza et la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Aussi, la reconnaissance de la Palestine n'est pas seulement un acte symbolique ou une posture, c'est un geste politique, un appel à la responsabilité de chacun, un pas concret aussi vers le cessez-le-feu, la libération des otages et la paix. C'est un pas vers la solution la plus juste, la solution à deux États vivant côte à côte dans la sécurité. Mais par ailleurs, reconnaître l'État de Palestine, c'est aussi la meilleure manière d'isoler le Hamas. Le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Il prospère sur l'incapacité du monde à trouver un chemin dans la paix. Et réaliser enfin cette solution à deux États permettra aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre en paix, en sécurité, et en finir enfin avec ce groupe terroriste. Pour autant, nous le redisons ici, cette reconnaissance n'est pas un acte suffisant. Elle ne permettra pas de stopper le génocide en cours. Cela ne libérera pas les otages israéliens, et c'est vrai, cela ne guérira pas les blessures, mais cette reconnaissance est un espoir, et je suis assurée que nous sommes plusieurs à la partager sur ces bancs. Je vous remercie.